Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. Il y a quelques jours, on soulignait le premier anniversaire de la tenue de l'événement Je vois Montréal, un grand rassemblement pour aider au développement de la métropole. Et de cet événement est issu Je fais Montréal, une initiative chapeautant les 181 projets présentés lors de Je vois Montréal. Et nous avons avec nous un des membres du comité de suivi de Je fais Montréal, le professeur Frédéric Bouchard, qui est aussi membre du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, qui est basé à l'Université de Montréal, n'est-ce pas? Le centre est un centre interuniversitaire, donc les bureaux sont à l'UQAM, puis les professeurs viennent de partout au Québec. Ils viennent de partout, mais vous êtes professeur Moi, de je suis professeur à l'Université de Montréal. À l'Université de Montréal. Donc, M. Bouchard, bonjour. Merci Bonjour. d'être là. D'une part, bon, vous faites partie donc d'un comité composé d'une vingtaine de personnalités qui a à s'assurer du suivi et de la réalisation des 180 quelques projets. Quel est votre rôle exactement au sein du comité? En fait, c'est qu'on m'avait demandé de participer à l'élaboration d'un indice pour mesurer l'état d'avancement et les retombées des différents projets qui avaient été soumis. Donc ça, c'est un comité de suivi qui était dirigé par Diane de Courcy à la Ville de Montréal et qui a rassemblé des universitaires et des gens de la Jeune Chambre de commerce et d'autres organismes pour trouver une mesure du succès, en quelque sorte, des projets. Est-ce que cet indice-là est élaboré? Pour l'instant, vous avez complété son élaboration? On a eu plusieurs rencontres de travail. Je dirais que là, on en est au point où on a identifié les grandes lignes des propriétés qu'on voulait mesurer ou comprendre dans les projets, mais on n'a pas encore commencé notre collecte de données ou tout notre travail théorique là, pour affiner l'indice. Sans rentrer dans tous les détails, comment on peut parvenir à évaluer l'impact ou tous les impacts que peut avoir un projet? J'imagine que c'est quand même complexe. On ne peut pas évaluer tous les impacts. Moi, je dirais, lorsqu'on a vu l'étendue, la diversité des projets, donc 181 projets, il y en a qui sont à vocation explicitement économique, de développement économique pour la Ville de Montréal. D'autres, c'est développement culturel. D'autres, c'est développement social. D'autres, c'est vraiment un projet communautaire pour améliorer la qualité de vie dans un milieu. Donc, comparer un grand projet artistique sur le bord d'une autoroute qui va avoir une visibilité incroyable à, disons, le verdissement d'une ruelle, on ne trouvera pas un indicateur unique qui va tout rassembler. Par contre, il y a des propriétés qui sont partagées par tous ces projets-là. Quelles sont-elles, ces propriétés? Par exemple, presque tous ces projets-là rassemblent des acteurs ou des gens de milieux très distincts, donc de milieux communautaires, industriels, municipaux et ainsi de suite. Donc, nous, une des choses qu'on voulait voir, c'est qu'on voulait comprendre les nouveaux réseaux qui avaient été formés par ces projets-là. Et ça, c'est intéressant pour nous parce que la vitalité d'une ville est souvent fonction de son capacité d'innovation. Donc, l'innovation, c'est quand on extrait de la valeur économique, sociale ou autre, mais de la connaissance ou de nouvelles pratiques. Et je dirais qu'une des conditions de l'innovation est souvent les maillages qui sont formés, les réseaux qui sont formés entre différents secteurs de la société. Donc, ce que j'en comprends, c'est qu'un dans l'indice, un des indicateurs que vous allez suivre, c'est jusqu'à quel point le projet est créateur d'innovation. Bien, c'est ça. Bien, en fait, on le constate. On constate que les nouveaux projets, nous, on s'intéressait, en fait, lorsque la campagne avait été lancée, on cherchait à des projets qui contribuaient à la vitalité de la Ville de Montréal. Ça aurait pu être fait de différentes manières. Or, ce qu'on a constaté, c'est que les projets qui ont été soumis, puis là, on s'entend, ce sont des projets qui viennent de la communauté. Ce ne sont pas des projets qui sont téléguidés par des gouvernements. Donc, ce sont les membres de la communauté qui ont soumis des projets et on a vu que ces projets-là étaient innovants. Donc, il aurait pu ne pas l'être, mais on a vu que c'était souvent des projets innovants. Donc, on s'est dit, pourquoi ne nous intéressons pas à la capacité d'innovation de ces projets-là, même si ce n'était pas la finalité initiale là, qui était souhaitée. Donc, il y a des projets que ça va se refléter en développement économique, mais la plupart des projets, ce sont des développements sociaux ou culturels. Mais que ce soit dans le développement économique ou dans le développement social, le potentiel d'innovation dépend en partie de l'échange de connaissances entre des secteurs qui habituellement sont gardés distincts. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse au réseau, mais on s'intéresse aussi, bien sûr, à la satisfaction des artisans, parce qu'un projet peut échouer mais quand même améliorer la qualité de vie de ceux qui participent au projet.
Et on s'intéresse aussi à l'apprentissage. Donc, qu'est-ce qui a été appris par ceux qui ont porté le projet? Et ça, c'est intéressant parce que là, ça, c'est quelque chose qui est très bien internalisé dans la culture des startups, par exemple, où un échec n'est un échec que si on n'a rien appris. Or, la plupart de ces projets-là, même si, en fait, la plupart vont probablement fonctionner. Donc, je parle d'échecs ici, mais en fait, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas juste les projets qui fonctionnent, mais qu'est-ce qui est appris, qu'est-ce qui ressort du projet lui-même, indépendamment de s'il réussit ou il atteint ses objectifs ou non. Et de là, un projet, bon, vous faisiez référence à une start-up, le projet d'une start-up qui n'a peut-être pas pu commercialiser son produit, mais peut-être que les travaux vont servir à autre chose par la suite. Donc, ce n'est pas perdu. Donc, je comprends que ça fait ça aussi partie du calcul des indices que vous allez mettre en place. Exactement. Est-ce que ces indices-là seront publics sur le site de Je fais Montréal? Bon, je présume que oui. La manière de transmettre l'information, ça, on n'a pas encore convenu de la meilleure manière de le faire. Mais nous, à la base, c'était un outil à la décision. Donc, c'était pour la Ville de Montréal pour comprendre comment mieux aider des projets comme ça. Et parmi les 181 projets auxquels on faisait référence tantôt, il y en a combien qui sont déjà opérationnels? Combien sont sur... Est-ce que vous avez quelques exemples de beaux projets qui sont sur les rails, qui ont été lancés? En fait, ce qui est fantastique, c'est que... Là, je dois dire, moi, je n'étais pas à l'origine de la campagne elle-même, mais en fait, la campagne, elle a suscité de l'enthousiasme dans des projets. Certains étaient déjà amorcés, d'autres étaient déjà en conception. Là, ce qu'on sait, c'est qu'il y a à peu près le tiers des projets qui sont déjà réalisés. Donc, ça fait 1 an que la campagne a été lancée, mais il y en a le tiers qui sont déjà réalisés. Mais si on ajoute ceux qui sont soit prêts d'être réalisés, soit ceux qui sont vraiment sur les rails, on parle de la moitié des projets. Et ça, il y a un effet d'entraînement qui est contagieux parce qu'en fait, la campagne, si j'ai bien compris l'esprit initial, c'était de montrer qu'il y avait une vitalité de la communauté, qu'elle soit la communauté d'affaires ou la communauté civile, de montrer et de bâtir la vitalité de Montréal. Et de briser peut-être un peu l'image un peu défaitiste qu'il y a pu avoir dans les dernières années, bon, avec les différents scandales de corruption. En tout cas, si je me souviens bien, c'était une des raisons que Jacques Ménard, président de BMO, avait amené là, pour lancer un projet comme celui-là. Au final, donc, les indices seront publiés, seront disponibles au courant des prochains mois, les indices de suivi? On se donne 1 an pour... Bon, l'indice ne prendra pas 1 an à développer, mais je dirais on se donne 1 an pour offrir une première évaluation des projets. Donc ça, le moment là, de la mise en public de ces informations-là, ça, je ne peux pas vous le dire. Mais ce que je sais, c'est que nous, notre plan de travail, c'est d'avoir une bonne idée de la performance des projets selon nos indicateurs. Donc, est-ce qu'il y a des nouveaux réseaux qui sont formés? Est-ce qu'on a appris quelque chose? Il y a d'autres indicateurs qui ne relèvent pas de notre comité en particulier, mais qui s'intéressent à la capacité de développement économique. Et ça, c'est dans l'année. Donc, en fait, on s'est donné l'anniversaire de la campagne pour offrir notre premier portrait de la vitalité portée par ces projets-là. Donc, à l'automne 2016, exactement, on devrait avoir un premier portrait. Et comme on en faisait référence tantôt pour les startups, cet indice-là ou cette méthode-là que vous aurez développée pourra s'appliquer par la suite à bien d'autres projets aussi. Exactement. Donc, en fait, nous, ce qui nous intéressait, c'est la campagne particulière a suscité un intérêt qui, franchement, a surpris plusieurs personnes, mais ce n'est pas fini. En fait, et c'est là, je dirais que le conseil ADN va peut-être jouer un rôle plus intéressant ou important dans la durée. Le conseil ADN a été formé pour examiner ou faciliter les projets en cours. Mais une fois qu'on sait ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, ou comment encourager des projets similaires, ce que j'espère, c'est que quelque chose comme le conseil ADN perdure pour susciter des projets-là bien au-delà de la campagne principale. Alors, bien, écoutez, on vous accueillera avec grand plaisir l'année prochaine sur notre plateau pour que vous nous traciez le bilan, justement, de tout ce travail-là pour l'élaboration de cet indice-là. Alors, avec plaisir. Alors, Frédéric Bouchard, vous êtes professeur en philosophie à l'Université de Montréal et membre du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Merci d'avoir été là. Merci. Selon les estimations de 2012, il y aurait plus de 1 162 000 emplois dans l'agglomération de Montréal. Entre 2002 et 2012, l'emploi a progressé en moyenne de 0,2 % par année.
Le secteur des soins de santé et d'assistance sociale se positionne au premier rang des secteurs économiques de la métropole avec 12,4 des emplois. Côte à côte au second rang viennent la fabrication et les services professionnels. 63 de la population de 15 ans et plus est sur le marché du travail.